Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Maxence. Qui dit Maxence dit Group of Five. Salut Maxence. Hop, et pardon, et bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez. Salut Augustin, et ouais, très content de te retrouver pour cette preview de deux autres équipes qui devraient faire pareil dans le Group of Five cette année. Les deux dernières équipes du Group of Five dont nous allons parler, donc à vrai dire ce sont les quatre programmes dont nous avons de belles espérances pour aller en playoff. Je vous rappelle qu'il y a déjà une preview de Tulane et Boise State qui est sortie. Aujourd'hui, nous partons du côté de Memphis, les Tigers, et de Liberty, les Flames. Et on commence dès à présent avec Memphis. Memphis qui sort d'une saison 2023, ma foi, plutôt bonne, avec un bilan très très positif à 10 victoires et 3 défaites. Ouais, effectivement, une saison qui a commencé avec de la frustration de ne pas avoir été invité en Big 12, alors que Central Florida, Cincinnati et Houston sont partis pour le Power 4. Memphis, ils sont restés, et c'est vrai que dans les discours un peu d'avant-saison, il y avait un peu ce truc de « Ah, ils nous ont laissé de côté, mais ils vont voir ce qu'ils vont voir ». 10-3, une défaite contre Missouri, Tulane et SMU. Les deux derniers iront en finale de l'American Athletic Conference. Donc pas de finale de conférence cette saison pour Memphis, ce qui a été une petite déception du côté du Tennessee, et on s'est rattrapé à la maison avec le Liberty Bowl qui se joue chez eux, où ils ont tapé Iowa State, une équipe de Big 12 justement, ils sont bien partis, enfin en tout cas ils sont bien partis pour essayer de faire une meilleure saison en 2024, et on va en parler durant toute cette preview. Le gros point à noter sur cette équipe de Memphis, c'est que ça a été une attaque de folie. 40 points par match, à peu près, en moyenne. Et c'était assez équilibré entre la passe et la course. On était à 300 yards par match à la course, 150 yards, 301 yards à la passe et 150 à la course. Ça scorait beaucoup du côté de Memphis, mais le problème c'est que la défense, elle encaissait beaucoup aussi. Donc il y a des matchs où juste c'est un shootout et tu le perds. Et c'est un peu ce qui est arrivé notamment contre SMU et Missouri. Donc on va voir un peu, il y a eu pas mal de changements qui ont été faits à ce niveau-là pour améliorer ça, et c'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, ouais, l'objectif des Tigers, c'est gagner la conférence et prendre ce spot en playoff. De toute façon, si vous avez écouté la preview de Boise et Tulane, vous savez c'est quoi le plan pour toutes ces équipes du Group of Five. Je devine qu'il y a eu des mouvements dans le coaching staff, surtout si la défense était mauvaise. Oui, on a gardé le head coach, c'est sa 5e saison, Ryan Silverfield, qui a fait un très bon travail depuis 5 ans, c'est 31 victoires, 3 bowls. On a gardé Tim Cramsey, c'est sa 3e saison en coordinateur offensif, donc on garde ce qui a marché, et par contre on a changé au niveau défensif, puisque c'est Spence Nowinski qui arrive depuis l'Ohio, depuis les Bobcats d'Ohio, donc l'autre fac de l'Ohio, la petite, même s'il y en a plein d'autres, mais qui ont le nom de l'État. Et Ohio, c'était pas une équipe très en vue l'année dernière, pas très sexy, mais par contre, quand on regarde les stats que l'équipe avait en défense, c'était une des meilleures défenses statistiquement du pays. Donc on est allé chercher un mec qui a roulé sa bosse, surtout en Mid-American Conference, pour améliorer la défense. Et moi, je trouve que c'est un très bon move. Et qu'en est-il au niveau des classes de recrutement? Est-ce que Memphis est dans ses standards ou Oui, ils sont dans leurs standards. Alors, ils sont 68e classe de recrutement. On est dans les. On sait que c'est globalement la moyenne pour les programmes du Group of Five. On est 4e en American dans la conférence. On est un peu en dessous, c'est vrai, que de ce qu'on aurait attendu, peut-être plus top 2 pour Memphis. Bon, ils sont 4e cette année, et il n'y a qu'un seul 4 étoiles. Ouais. Par contre, là, on s'est activé, c'est sur la classe de transfert, ce qui explique peut-être aussi pourquoi la classe de recrutement est peut-être pas si élevée que ça, puisqu'il y a 30 joueurs qui sont arrivés cette année sur le campus avec le portail des transferts. Ça reste beaucoup, 30.
C'est énorme. Même J'ai aujourd'hui. regardé, Colorado est numéro 1 avec 43 arrivés sur le portail des transferts. Et après, les équipes qui arrivent derrière, elles sont à 30-31 joueurs. Donc Memphis fait partie de ces équipes qui ont abusé du portail pour remplir les trous, remplacer les mecs qui sont partis, améliorer les escouades où il y avait besoin d'améliorer. On passe plus trop par les lycéens. On en a pris quand même, on a pris 18-19 lycéens. Mais clairement, là, c'est transfert à balle. Et évidemment, vu que le meilleur joueur de l'effectif de Memphis est quarterback, les Tigers n'ont pas eu besoin d'aller chercher un quarterback sur le portail des transferts. Seth Hennigan, qui est le starter depuis 2021, revient encore pour une autre saison. C'est l'un des meilleurs quarterbacks du groupe of five, si ce n'est du college football. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas un nom très ronflant, mais il est là depuis 2021. Il est titulaire depuis cette année-là. Donc, mine de rien, ça commence à faire beaucoup. C'est plus de 10 milliards à la passe en carrière, 79 touchdowns. Et à chaque fois, c'est moins de 10 interceptions par saison. Donc, c'est très propre pour un quarterback de college football. Et l'année dernière, il a réussi un peu à se développer au jeu de course. Il a marqué 4 TD. Donc oui, ce sera lui le QB numéro 1 de cette équipe et largement, c'est le leader du vestiaire. Il connaît, c'est chez lui, quoi. C'est comme on dit, c'est la star du campus. Il est depuis tellement longtemps en même temps. Et puis le backup, ce sera Cade Cunningham. Non, ce sera pas le joueur des Detroit Pistons, mais c'est parfait homonyme, Cade Cunningham, qui sera le backup de Seth Hennigan au poste de QB. En revanche, au poste de running back, Blake Watson, qui a sorti une très bonne saison à 1150 yards, est parti pour la NFL chez les Broncos. Entre qui se jouera le poste de numéro 1? Mais le poste va se jouer entre un joueur qui était déjà l'année dernière, Sutton Smith, qui était le running back numéro 2, et le transfert, c'est le premier transfert dont on va parler, Mario Anderson, qui arrive des Gamecocks de South Carolina, donc qui arrive de la Southeastern Conference, 700 yards l'an dernier, donc quand même un vrai apport dans une conférence aussi relevée, qui semble tenir la corde pour devenir le running back numéro 1. Et on aura aussi Brandon Thomas, qui était running back numéro 2 en 2021, qui a eu quelques soucis de blessure, mais qui est toujours dans l'effectif. Donc, il fait toujours partie des plans pour l'attaque des Tigers. Et ça va être très important, le jeu de course. Les 3 matchs qu'ils ont perdus, ça a été les 3 matchs où ils ont couru moins de 100 yards. En gros, quand les Tigers arrivent à développer leur jeu de course, les Tigers gagnent. Et donc, on va voir entre Sutton Smith et Mario Anderson qui sera le leader de la course. Je pense que ça va être Mario Anderson. Tu peux pas venir un mec de South Carolina à 700 yards comme ça pour un poste de remplaçant. Je sais pas ce que tu en penses, Augustin, mais moi, je pense que ça va être lui le titulaire. Et puis d'ailleurs, vous devriez bientôt le savoir puisque la depth chart devrait sortir, Oui. si ça se trouve aujourd'hui ou Oui. dans les prochaines heures. Mais je suis plutôt d'accord avec ton raisonnement. Après, ce qui est juste, c'est de donner le poste au plus méritant. Et s'il ne l'est pas, plus que pas Blake Watson pour le coup, mais Sutton Smith, j'espère que Sutton Smith aura ce poste-là. Chez les receveurs, grosse force, la connexion va continuer à exister avec Seth Hennigan puisqu'ils sont tous de retour. Ouais, ils sont tous de retour, les titulaires. Rock Taylor, Demir Blackhamsey et Kobe Drake. Donc 1000 yards pour le premier, 900 pour le second et 300 pour le troisième sont de retour. On l'a dit, c'est une attaque très efficace dans les airs et ils sont tous de retour. Et en plus, on a rajouté de la profondeur avec le portail des transferts puisqu'on fait arriver J.R. Shorter. C'est sa 7e saison de college football. Il en a fait 5 avec North Texas et l'année dernière, il était à Auburn. Et Jacoby Banks qui arrive d'Houston, qui sont des joueurs intéressants, qui se rajoutent à la depth chart pour les receveurs. Et enfin, le seul freshman 4 étoiles de la classe de recrutement, Keondae Henry. J'ai regardé dans les depth charts, bon, c'est pas les officiels, mais c'est les depth charts un peu de pré-saison et tout. Ouais, des insiders, en fait, pour expliquer aux gens, voilà. les insiders ont accès durant l'été et le printemps à plusieurs entraînements et en fonction de ce qu'ils voient lors des mises en place, un peu comme quand l'équipe fait l'entraînement de la veille à Clairefontaine, ils arrivent à dégager un 11 probable et là, c'est exactement pareil.
Ouais, c'est ça. Et du coup, Keandre Henry, il apparaît en fait déjà sur la depth chart. C'est un freshman, donc ouais, je pense qu'on le verra sur le terrain. Mais je pense que les 3 titulaires de l'année dernière resteront les 3 titulaires. Puis on verra, c'est comme pour le running back, hein, les plus méritants seront là. Et puis pour les tight ends, bon là, tight end de college football, Anthony Landfair devrait être de retour comme tight end numéro 1. Mais c'est pas par là que l'attaque des Tigers va passer. Donc bon. Il sera là, mais ce sera une saison dans ses standards, 200 yards à peu près, quelque chose comme ça, quoi. L'attaque aurait pu être encore plus exceptionnelle que l'an dernier si quasiment tous les titulaires de la ligne offensive n'étaient pas partis. Quand je lis les noms, et là où ils sont partis, ça fait mal. Ouais, effectivement. Ils avaient un front five exceptionnel l'année dernière qui protégeait très bien Seth Cunningham. Et sur les 5, 4 starters sont partis. Il y a eu Makilan Pounders qui est parti notamment à Mississippi State. Et je pense qu'il y a aussi, j'ai plus les noms, mais il y a aussi des joueurs qui sont graduates, hein, tout simplement. Donc il a fallu remplacer 4 starters. Donc on a fait venir Jalen Nichols de South Carolina, Trent Holler de Marshall et Keidrell Lewis de Louisiana Monroe. Et on a aussi fait venir d'autres joueurs, mais qui sont plus anecdotiques, puisque ce sont vraiment les 3 dont je viens de parler qui sont annoncés titulaires. Et Jonah Gambill, qui était left guard remplaçant, sera, là encore, hein, c'est les insiders qui en parlent, devrait être placé au centre. Et Xavier Hill sera le 5e titulaire de cette équipe, de cette ligne offensive, qui était une des forces de Memphis et qui devrait quand même, avec les renforts, rester quand même au moins au niveau de la conférence, une des meilleures lignes offensives. Comme vous l'avez compris, Memphis reste plutôt stable au niveau de l'attaque. On ne peut pas dire que ça soit le cas au niveau de la défense, et c'est peut-être bienvenu étant donné les performances de la saison dernière. Qu'en est-il, Maxence, à commencer par la ligne défensive, avec notamment un gros nom que je connais par le recrutement, c'est Patrick Lucas, le defensive tackle qui arrive en provenance d'Indiana. Est-il le seul ? Non, c'est pas le seul qui arrive sur cette ligne défensive. Le gros bébé, hein, Patrick Lucas, 145 kilos, il est accompagné de Devin Baldwin et Javon Dennis, qui arrivent. Alors pour Baldwin arrive de Jacksonville State et Dennis arrive de Georgia State. Et il y a Reggie Grimes qui arrive d'Oklahoma. C'est un ancien 4 étoiles et il va chercher à se relancer dans le Tennessee. Enfin, à ne pas sous-estimer aussi les mecs qui étaient déjà là l'année dernière. On aura au centre de la ligne défensive Keveyonta Spears, 136 kilos aussi, hein, donc au centre on a des beaux bébés, hein, va falloir les passer. Et puis sur les côtés, Cormontae Hamilton, William Withlow, qui n'ont pas été incroyables l'année dernière et qui vont devoir montrer qu'ils ont progressé pendant cette intersaison. Parce que, comme on a dit, il y a du monde qui est arrivé sur le portail et je pense qu'en plus, un nouveau defensive coach, donc il ne fera pas dans les sentiments au moment de désigner les titulaires. Chez les linebackers, retour de Chandler Martin, l'un des joueurs les plus polyvalents. Je vous cite sa feuille de statistiques. 95 plaquages, 3 sacs, 2 interceptions, 2 fumbles forcés et un touchdown. Ça sera le leader de cette défense. Oui, il sera au centre, hein, de cette défense. Et là encore, on a fait marcher le portail des transferts à mort. Javante Mackey qui arrive d'Arkansas State, Matt Hudson qui arrive d'Harvard, et Elijah Herring qui ne va pas faire un très long chemin puisqu'il était chez les Volunteers du Tennessee. Et donc, il a juste traversé l'étape, parce que je crois que Knoxville, c'est de l'autre côté. Mais Chandler Martin, gros nom de cette défense, il est encore là, donc tant mieux. Et les mecs que je viens de citer l'accompagneront donc en middle linebacker, mais aussi outside. Je crois pour Matt Hudson et Jay Ring, c'est plutôt outside. Et donc ça va être intéressant de voir si tous ces ajouts vont faire en sorte de baisser la moyenne de points encaissés, parce que l'année dernière, 30 points par match, c'est un peu trop quand même, faut bien le dire. Et puis on a fait pas mal d'améliorations aussi chez les defensive backs. Quelles sont les nouvelles têtes Alors, on a donc déjà au niveau des safety,
on a Courtland Marsh qui arrive de Stanford, Hadji Watts qui arrive de Louisiana Monroe et Jordan Grier qui arrive d'Indiana. Il y aura également, pour les cornerbacks, là je parle des transferts, Kobe Minor qui arrive de l'Indiana. Et puis les gars qui étaient déjà l'année dernière et qui repiquent une année, on aura Greg Rubin, ce sera sa dernière saison chez les Tigers au poste de safety. Et Andarius Coffey et Davion Ross seront là également. Il va vraiment falloir faire marcher ce groupe dans le secondary parce que la défense à la passe était limite catastrophique l'année dernière. Et il y a de la profondeur avec les joueurs déjà présents et le portail des transferts. De toute façon, c'est aussi à ça que sert le portail des transferts, c'est de faire arriver des joueurs expérimentés pour qu'ils soient utilisés day one. Et c'est vraiment ce qu'on a fait en défense, puisque là, si vous avez écouté la preview côté défensif, vous avez l'impression que la moitié des mecs qu'on a cités sont des transferts. Et c'est vraiment le cas. La moitié des mecs qu'on va voir sur le terrain n'étaient pas aux Tigers l'année dernière. Je vais désormais vous citer le calendrier et toi tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Ça mènera à ta conclusion. 2 réceptions pour commencer, North Alabama et Troy. 2 déplacements à Florida State et Navy, attention. Réception de Middle Tennessee, déplacement à South Florida. Réception de North Texas et Charlotte, puis déplacement à UTSA le 2 novembre, ça sera un match très très important. Puis 2 réceptions, Rice et UAB, University of Alabama à Birmingham. Et enfin, pour terminer la saison avec un alléchant match à Tulane en Louisiane, c'est un calendrier piégeux. C'est un calendrier vraiment piégeux. Je vais en parler plus en détail parce que il y a 4 équipes qui sont considérées comme favorites pour le titre à plusieurs niveaux, mais les 4 meilleures équipes de la conférence, c'est Memphis, UTSA, Tulane et South Florida. Et tu vas te déplacer chez les 3 autres. Donc c'est là où il y a le piège en fait, c'est que tu vas te déplacer chez tes 3 autres adversaires pour le titre de conférence. Tu as ce déplacement à Florida State qui est un gros déplacement. J'en reparlerai un peu, mais j'ai une petite envie de mettre un prono qui va peut-être un peu faire parler, mais on en parlera un peu quand je parlerai de mon pronostic. Et ouais, en gros, tout ce que tu reçois, vraiment, tu peux les exploser. Le déplacement à Navy, c'est jamais simple de jouer contre Navy, mais bon, je pense que ça devrait passer. Par contre, les déplacements South Florida, San Antonio, donc UTSA et Tulane, ça va être compliqué. Mais c'est dans les cordes des Tigers et c'est l'essentiel. Tu vois donc quel pronostic ? Alors, quel pronostic ? Bon, Memphis, ils ont une attaque incroyable et je pense vraiment que les changements qu'ils ont fait avec le nouveau coordinateur défensif, les arrivées et tout, je pense qu'ils vont réussir à améliorer la défense. Et donc, je pense que le plafond de l'équipe est à 11 victoires et le plancher, il est à 9. Je m'explique. Je pense que Memphis va perdre à Florida State. Je me suis un peu emballé quand j'ai écrit la preview hier parce qu'on a en tête le match de Florida State puisque la Week 0 vient de passer où ils ont perdu contre Georgia Tech et ils n'ont pas été très impressionnants les Seminoles. Mais ça va être à Tallahassee le match. Donc est-ce que Memphis peut faire l'upset contre Florida State ? Ils peuvent. Je pense que ça va être un match serré. S'ils gagnent, ils peuvent aller chercher les 12 victoires, mais je pense qu'ils perdront à Florida State. Et après, il va falloir négocier ces 3 déplacements-là. Il y a moyen qu'ils se fassent piéger sur un des 3 matchs. Peut-être Tulane. C'est pour ça que moi, je les vois à 10 victoires et 2 défaites. C'est mon prono. 10 victoires, 2 défaites. Et par contre, avec ce bilan-là, et en ayant battu UTSA et South Florida dans mon pronostic, je pense qu'ils iront en finale de conférence. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment ces trois déplacements ultra compliqués qui feront la saison des Tigers. Ils en perdront au moins un. Je ne les vois pas gagner les 3. Mais quoi qu'il en soit, il reste des prétendants très très sérieux pour cette place en playoff. Cette place qui est réservée à un membre du Group of Five.
S'ils arrivent à 10-2, du coup à 11-3 en ayant Ça dépendra des autres à équipes. 11-2, ça dépendra des autres équipes, mais ils discuteront sérieux. Et ce match à Florida State, par contre, s'ils arrivent à aller le chercher, là, ils ont un gros tampon sur le dossier qui les fera passer en priorité. Et quand on a vu le match qu'ils ont fait contre Georgia Tech, il y a un monde. Il n'est pas, il est pas immense, mais il y a un monde où ils peuvent réussir. Bien sûr. Après, il y a un monde où ils battent Florida State et la semaine d'après, ils perdent contre Navy. Donc, Après, on se rappelle que Florida State avait perdu face à Jacksonville State, une FCS, il y a encore quelques années sur un Hail-Mary. Ouais. Tout peut arriver. Bon, faut être juste. C'était pas du tout la même équipe, mais avec cette attaque, on peut y croire. Mais bon, si on est vraiment, mesuré, 10-2. 10-2, ce serait, je pense, c'est le plus probable. Autre équipe qui vise une fois de plus, qui est surtout ultra favorite pour remporter sa conférence, c'est Liberty, les Flames. Alors vous connaissez peut-être Liberty, vous entendez souvent Baptiste se plaindre des Flames. Liberty, c'est une université évangélique, chrétienne évangélique basée à Lynchburg en Virginie, qui s'est fait connaître quand même, faut le dire, pour des positions conservatrices et controversées. Ça n'a pas empêché des adversaires des Flames d'organiser leur Pride Day lors de la réception de Liberty. Du très beau trash talking en règle. Maintenant, en 2023, c'était la première saison de Liberty en conférence USA et ils ont tout écrasé avec un bilan de 13 victoires pour 0 défaites. Ils ont évidemment remporté la conférence face à New Mexico State. Ils sont allés au Fiesta Bowl. Donc Liberty était l'équipe représentée dans un bowl du Nouvel An. Et comment, Maxence, ça s'est passé face à Oregon? Alors déjà, comment ils se sont qualifiés? Ils ont bénéficié de la défaite de Tulane, qui leur a permis de passer devant et d'être au Fiesta Bowl. Ils ont mené dans le match. C'est eux qui ouvrent le score contre les Ducks. Ce sera la seule fois du match qu'ils marqueront. Ils vont perdre 60-6. 45-6, pardon. C'est Florida State qui a pris 60 points au New York Six. Pardon. J'en profite pour remplacer une petite au Séminole. Non, ils ont perdu 45-6. Ils avaient ouvert le score, mais derrière, ils se sont fait arracher. La sélection avait fait du débat parce qu'ils avaient eu un calendrier très facile. C'était le 123e plus dur. Donc vraiment, c'était un cupcake walk, comme disent nos amis américains. Ils vont quand même finir classés. Ils ont fini classés 25 à la PayPal, donc ils étaient la dernière équipe du top 25, ce qui est quand même à noter. Et puis, ils continuent une progression complètement folle parce que ça fait que 6 ans qu'ils sont en FBS. Aucune saison à moins de 6 victoires. 5 qualifications en bowl de suite. Donc le programme compte aujourd'hui. On se rappelle notamment de la saison 2020 avec Malik Willis, qui avait été incroyable. Et puis là, ils ont encore un gros QB, on va en parler derrière, qui est exceptionnel. 38 points par match, meilleure attaque à la course du pays. On était à 300 yards, grosso modo, par match à la course. Et puis 22 points encaissés par match. On était sur une défense dans les moyennes, on va dire, de toutes les équipes. On était vraiment dans le gros ventre mou au niveau défensif. Mais au niveau offensif, la course, c'était exceptionnel. Et le coaching staff n'a pas changé, je rappelle, emmené par Jamie Shadwell, que vous devez connaître de Coastal Carolina. On s'attendait à ce qu'ils prennent une équipe l'an dernier du Power 5, aujourd'hui Power 4, mais finalement, il a décidé de partir du côté de Liberty, qui lui avait offert aussi un très bon salaire, mais c'est quand même un mouvement qui avait étonné pas mal de monde. Et pas de changement, toujours le même coordinateur offensif, Willie Korn et Newland Isaac, en tant que co-coordinateur offensif, ça avait beaucoup de co, et Skyler McGee qui restera le coordinateur défensif. Ouais, on a gardé tout le monde. La saison a tellement été bonne. 13 victoires, une présence au New York Six, tu gardes tout le monde. Si tout le monde veut rester, tu les gardes. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que Chadwell parte. Bon, finalement, il est toujours là. Est-ce que ce sera sa dernière saison? On verra. Au niveau de la classe de recrutement, ça n'a pas été incroyable. 150e classe de recrutement, que des 3 étoiles. Et au niveau des transferts, on a fait venir 18 joueurs, mais ce ne sont pas des joueurs exceptionnels. C'est la 92e classe au niveau des transferts.
Donc on est autour du top 100 dans les deux catégories. Mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs, mine de rien, qui sont restés. Et on va en parler tout de suite. Je parlais de Malik Willis, qui était l'incroyable quarterback de Liberty il y a quelques années. Ils en ont un autre de gros quarterback. C'est tout aussi incroyable presque. Hein. Ouais, qui est impressionnant. Regardez les highlights de ce joueur. Caden Salter. Ouais, Caden Salter. Il est de retour. On a longtemps pensé qu'il allait sur le portail des transferts pour cette intersaison après sa grosse saison à Liberty. Et franchement, il aurait eu de quoi pour aller chercher dans un meilleur programme. Mais il est de retour. L'ancien joueur des Volunteers de Tennessee, qui était à l'époque à Tennessee, mais qui avait été viré pour mauvaise conduite, je crois que c'était consommation de substances illicites, il s'était fait choper pour ça, et du coup il avait rebondi à Liberty. L'année dernière, il a fait une grosse saison, 1000 yards à la course, 12 touchdowns, et à la passe, 2750 yards et 31 touchdowns, donc vraiment un dual threat exceptionnel. Et le voilà de retour. Donc Liberty a toujours sa pièce principale. Au niveau des backups, on aura Ryan Burger qui sera le backup et puis le freshman Jaden Bradford qui est la meilleure recrue lycéenne de leur classe de recrutement sera dans la depth chart. Peut-être qu'on le verra sur des bouts de match parce que c'est vrai qu'ils ont tellement dominé leurs adversaires que peut-être qu'en fin de match on fera un Et peu puis tourner. ce qu'on disait avant, la conférence USA est vraiment la conférence faible de FBS, en fait, de première division. Et là, cette année, il y a Kennesaw State qui arrive. Enfin, c'est vraiment, il y aura des victimes expiatoires pour Liberty. Ouais, Et c'est d'ailleurs, clair. vous l'avez compris, hein, avec un bilan à 13-0, si tu termines 25e à la People, c'est que les journalistes qui votent pour le compte d'Associated Press considèrent que voilà, le calendrier est vraiment mauvais et ne leur permet pas d'aller plus haut. Mais voilà, faut aussi reconnaître que Liberty est une équipe qui a c'est très ça. bien joué toute l'année. Et toi, tu parlais du jeu à la course, tu vois, avec 12 touchdowns et 1100 yards. Mais chez les running backs, c'était aussi ouf avec Quinton Cooley, qui est une véritable star. Ouais, une véritable star, 1400 yards à la course. Donc tu te rends compte, tu as un QB qui en court 1000, tu as un running back qui en court 1400. Donc Quinton Cooley est de retour. Et Billy Lucas, qui était à 600 yards également, sont de retour. Donc on va avoir une triple threat, triple menace incroyable à la course avec Salter. Et puis on aura Jen Jointer Jr. qui sera le running back numéro 3. Le run game, ça va encore être au centre du jeu des Flames. Ils ont écrasé tous leurs adversaires avec l'année dernière. Ils vont encore le faire parce que ils ont gardé les 3 mecs qui portaient le ballon tout le temps. Donc tout bénef pour eux. Les squads de receveurs sera à scruter de près parce qu'ils perdent leur meilleur receveur CJ Daniels, qui était à 1000 yards de réception en 2023, qui est parti du côté des Tigers de LSU. Là aussi, lui, faudrait vérifier son classement sur le portail des transferts, mais je pense que c'est l'un des receveurs les mieux classés. Et Demario Douglas, qui est parti à la draft chez les Patriots. Que reste-t-il dans cette escouade pour satisfaire Salter? Alors, bien que ce soit pas la force numéro 1 de cette équipe, on a quand même travaillé à renforcer les squads de receveurs. Je vais d'abord parler de Trion Sibley, qui était une deep threat l'année dernière. Il n'a pas eu beaucoup de réceptions, mais il était à 20 yards à peu près par réception. Donc vraiment le joueur qui part tout droit et tu lui envoies la balle. Là, cette année, il va vraiment jouer pour un rôle un peu plus global dans le jeu de réception. Et on a fait marcher le portail de transfert. Elijah Canyon arrive de Purdue. Julian Gray arrive de NC State et Tyson Mobley arrive de Coastal Carolina. On a fait un peu marcher la pipeline avec Coastal Carolina puisque Chadwell vient de là-bas. On va voir comment ça va se développer. C'est important quand même d'avoir un bon jeu de passe, même si on tourne tout autour du run game à Liberty, mais bon, c'est important quand même d'avoir un bon jeu de passe. Et on a quand même été chercher des gars qui peuvent produire dès le premier jour. Et donc c'est bien. Et puis au niveau des tight ends, on aura Bentley Anshaw. Il avait marqué 6 touchdowns l'année dernière avec 200 yards à la réception et il est de retour. Donc toujours une bonne option, notamment quand on est en goal line.
En revanche, sur la ligne offensive, il y a un seul titulaire qui est de retour, c'est le tackle Xavier Gray. Heureusement, le portail des transferts existe et par exemple, John Paul Flores arrive en provenance de Louisville. Lui, il prendra un poste de garde. Et tu as Jack Tucker, Jordan White, Aaron Fenimore qui devraient être les 3 autres titulaires sur la ligne. Ça sera à regarder évidemment parce que il faut toujours une bonne ligne offensive pour pouvoir courir derrière et avec des running backs comme Quinton Cooley et Billy Lucas, ça serait dommage de ne pas leur permettre de courir. C'est ça. Puis j'aime bien la phrase « Heureusement, il y a le portail des transferts », c'est un peu le nouveau mantra en college football. Heureusement, il y a le portail des transferts. Il y en a un peu trop, il y en a un peu trop. Et Ouais. encore pour des équipes comme ça, même en allant sur le portail des transferts, tu peux ne pas te renforcer, mais il y a certaines équipes en fait qui, par la force des choses, ont beaucoup moins de points faibles parce que le portail des transferts existe et vu qu'elles sont tellement fortes déjà d'un point de vue financier, et bah c'est très difficile d'avoir des équipes avec des gros trous. Moi aussi, ça fait partie de mes critiques du portail des transferts, même si globalement je suis extrêmement en faveur de cela. Au niveau de la défense, qu'en est-il quelle est leur force? Quelle est leur meilleure escouade? La meilleure escouade, je pense que leur meilleure escouade, on serait plutôt au niveau des linebackers qu'on a réussi à bien renforcer, mais je vais en parler après. On va aller donc du plus proche au plus loin. Hein. Donc on va commencer avec la D-line. CJ Basil sera le joueur majeur de cette ligne défensive. C'est un edge. C'était un joueur avec une grosse activité l'année dernière et il est de retour. Et là, on n'a pas fait marcher le portail. Hein. Les mecs qui seront titulaires selon, encore une fois, les depth charts que les insiders ont formés, sont des mecs qui étaient déjà l'année dernière. Donc CJ Basil, TJ Bush et Gray Carroll. Et puis au centre, Bryce Dixon, Chris Botti et Jay Hardy. C'est pas le groupe qui fait rêver, mais ça suffit en conférence USA pour être une bonne défense contre la course. Là, les linebackers, pourquoi je dis que les linebackers, ça va être le truc le plus intéressant. Le 3e meilleur plaqueur, Joseph Carter, est de retour. Et Jerome Jolie, qui était aussi titulaire, il est aussi de retour. Donc, on a 2 titulaires en linebacker qui sont de retour et c'était des gros contributeurs l'année dernière. Et on a utilisé le portail puisqu'on a rajouté Jackson Taylor, qui arrive de East Carolina et qui est attendu comme un impact player. J'ai lu pas mal de previews un peu à droite à gauche pour préparer celle-ci. Et le nom de Jackson Taylor revenait très souvent. Comme étant le mec qui doit faire progresser encore cette défense. Et Jamar Brown arrive de Coastal Carolina et sera aussi à surveiller. Et ensuite, pour les defensive backs, on a perdu pas mal de monde. On a perdu donc Kobe Singleton qui est parti pour Oregon State. Preston Hodge, lui, est parti du côté de Colorado pour être sous les ordres de coach Sanders. Et Brandon Bishop a graduate. Hein, donc graduate, pour ceux qui ne savent pas, c'est on a terminé nos études et on ne peut plus continuer à jouer à l'université. On a utilisé toutes les années qu'on avait à notre disponibilité. Et donc là, on a utilisé le portail des transferts pour pallier avec le cornerback Alex Oliver qui arrive de Virginie, donc l'université de VMI, si je prononce bien. C'est Virginia Military Institute. Ouais, je crois que c'est voilà, c'est ça. Et Dominic Hill qui arrive de Temple et Eldrick Griffin qui arrive de Mississippi State. Et puis des mecs qui étaient déjà l'année dernière et qu'on devrait voir dans le backfield, Brylan Green et Amarian Williams pour compléter cette escouade de secondary. Passons au calendrier, hein, on en parle depuis le début de cette preview de Liberty. Je vais vous lister les équipes, c'est très facile, hormis peut-être un match. Campbell, New Mexico State, UTEP, East Carolina, Appalachian State, le match difficile, en plus ça sera là-bas à Boone, Florida International, Kennesaw State, Jacksonville State, Middle Tennessee, Massachusetts, UMass, Western Kentucky et Sam Houston State. Bon là c'est 13-0, en fait tu dois faire un 13-0 sinon ta saison est loupée. C'est ça, exactement. Faut que tu exploses tout le monde et que tu gagnes ta conférence. C'est le 2e calendrier le plus facile sur les projections de pré-saison, donc en prenant en compte la saison des équipes l'année dernière, comment ils se sont renforcés et tout, ils ont le second plus facile.
Donc encore une fois, ils vont avoir un calendrier très facile. Ils sont au-dessus de tout le monde dans ce calendrier. Et le match qu'il va falloir vraiment aborder le plus sérieusement possible, c'est ce déplacement à App State fin septembre, qui sera le plus difficile. Et celui-là, il faudra à tout prix gagner. Il faut tout gagner, bien sûr, mais celui-là, plus que les autres. Attention à un jour sans, ça peut arriver, hein, un mauvais match à Middle Tennessee et puis ta saison s'effondre. Ils sont archi favoris et en plus Salter, c'est un long shot pour le Aceman. J'ai lu un petit peu, il est dans les derniers noms, hein, bien sûr, mais Il n'y a vraiment aucune chance, quoi. aucune chance. Mais quand tu as un mec comme ça à ce niveau-là et qui est en J5, normalement ça t'aide à gagner tous tes matchs. Le plafond, il est. Après, c'est toujours le même problème, quoi. Enfin, il faut qu'il fasse quoi pour gagner le Iceman? Non, mais ça va être Qu'il aille en impossible. playoff, qu'il gagne un match Oui, de oui. playoff, qu'il fasse 90 d'ailleurs- touchdowns. D'ailleurs, le Iceman est avant les playoffs. Il va être donné avant les playoffs, Ah non bah tiens, c'est une bonne question maintenant. J'en ai aucune idée vu que je sais pas quand ça va être fait. Je dirais avant, quoique Non, vu mais que le playoff, c'est hyper Salter, important. Salter ne gagnera pas le Iceman parce qu'il a mis une manita à Kansas State, soyons sérieux. Mais c'est un mec qui va jouer à un niveau statistique encore très gros. Ah Et oui, ça à va un niveau aider. statistique de Iceman, oui. Ah, ça, je veux bien entendre. Ouais, Ouais. complètement. Ça va aider à gagner tous les matchs. Le plafond, il est à 12-0. Le plancher, je le mets à 10-2. Genre, tu perds à App State et derrière, tu es un peu moins sérieux et tu vas perdre un vieux match pourri contre Middle Tennessee. Mais bon, si les Flames veulent aller au college playoff, il va falloir être en 13-0. Donc, il va falloir remporter la conférence, perdre aucun match et espérer un coup du destin dans les autres conférences du G5. Parce que s'il faut choisir entre une équipe de Memphis à 10 victoires, 2 défaites et une équipe de Liberty à 13-0, je pense que le comité va quand même donner l'avantage à une équipe comme Memphis, qui aura un calendrier beaucoup plus difficile. Vous l'avez compris, pour Liberty, il faudra gagner tous ces matchs, espérer un coup de pouce du destin. Ce sont sur ces dernières paroles que nous nous quittons. C'était les 4 dernières previews du Group of 5. D'ici là, je pense que quelques autres previews devraient arriver, même après le début de la Week 1. Chaque année, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'équipes à faire. Merci beaucoup à toi, Maxence, d'avoir été là avec moi. Allez suivre @missile1 sur Twitter, X maintenant. Merci Maxence. Et merci à toi, Augustin. Merci pour l'invitation. Et puis ça m'a fait plaisir de parler de ces équipes du Group of 5 ça reste quelque chose de cool à regarder. Ça fait partie des choses cool à regarder dans le college football, ces équipes-là. Même si c'est des universités horribles comme Liberty, mais sur le terrain de football, c'est quand même. Regardez un petit peu Caden Salter. Ouais. Ça vaut le coup d'œil. Puis vous verrez au moins une de ces 4 équipes en playoff lors du mois de décembre. Salut Normalement. Tout le monde. Allez, salut Maxence. Ciao, ciao. Voilà.